faciale, ce qu'il ne faut plus voir en 2015 et pourquoi. Comme on le sait maintenant, la prise en compte du rajeunissement facial chez l'homme doit intégrer la quatrième dimension de l'esthétique, qui est la dynamique faciale. Cette dynamique faciale permet de respecter les expressions faciales émotionnelles et ainsi la communication interpersonnelle, qui est un élément clé pour les liens sociaux. Ce visage qui est notre référence identitaire, et ainsi je pense que nous répondons au mieux aux attentes des patients. Alors j'avais envie de sous-titrer cette session halte au clonage esthétique. Tout à l'heure nous avons une sociologue qui nous a parlé du clonage esthétique en Asie. Eh bien chez nous c'est un peu la même chose. Donc halte au clonage esthétique, il y a des choses qu'on ne doit plus voir, et pour ça il faut rentrer dans une démarche qui est peut-être plus subtile. Alors respecter la dynamique faciale, c'est évidemment utiliser en fonction des zones anatomiques qui sont concernés, des acides hyaluroniques pour les techniques de comblement ou de volumétrie qui soient adaptées. Qu'est-ce qu'on fait quand on corrige une perte de volume? On va implanter un acide hyaluronique dans une structure anatomique qui bien sûr est complexe, et on va avoir ainsi un effet de comblement ou de volumétrie sur un implant qui va être soumis à des forces multiples en statique et en dynamique. Ces forces sont des forces extrinsèques qui dépendent des compartiments, des différents compartiments anatomiques du visage, graisse, os, muscles, peau, mais aussi des forces extrinsèques qui sont les contraintes auxquelles nous sommes soumis dans notre vie quotidienne. Donc il faut choisir le produit idéal pour chaque indication et chaque région anatomique, et nous pouvons ainsi définir pour chaque région anatomique un cahier des charges rhéologiques que nous devons connaître et auquel nous devons répondre. La rhéologie, qu'est-ce que c'est? C'est la science de la déformation d'un matériau, et tout acide hyaluronique, réticulé ou non, est un gel viscoélastique qui a une composante visqueuse, et cette composante visqueuse va concerner sa capacité à la déformation, par exemple lorsqu'on l'injecte à travers une aiguille, et aussi une composante élastique qui est la capacité à retrouver sa forme après une déformation initiale. La composante visqueuse, elle peut être symbolisée par un piston qui s'enfonce, la pression, et la composante élastique par ce ressort qui reprend sa forme après déformation. Et donc, l'acide hyaluronique va devoir réaliser une combinaison de ces deux facteurs rhéologiques qui va correspondre au mieux aux propriétés recherchées, à savoir la force d'extrusion, la malléabilité, la capacité de soulèvement, la mobilisation tissulaire, la facilité d'étalement et l'intégration tissulaire. Or, on sait qu'il existe deux types de déformations fondamentales auxquelles peuvent être soumis tous ces fillers, avec toutes les combinaisons possibles entre les deux, des forces de cisaillement latéral ou de torsion dans un plan, et ça va définir les contraintes de viscoélasticité du produit, et des forces de compression et étirement selon un axe, qui, elles, vont concerner les propriétés de cohésivité du produit, comme vous pouvez le voir sur les schémas qui se trouvent juste sous le texte. Alors évidemment, cette connaissance des acides hyaluroniques, cette recherche de naturel va concerner toutes les zones du visage, et une de ces zones qui est peut-être la plus exposée, celle pour lesquelles les patients nous interpellent le plus, c'est la région buccale, et en particulier les lèvres. Personne ne veut avoir les lèvres d'Emmanuel Béard, et donc dans la prise en charge esthétique, nous devons considérer l'ensemble de la zone anatomique, savoir la zone du sourire. Et ce qui est important de connaître et d'analyser, ce sont les modifications morphologiques qui sont liées au vieillissement, et il faut les associer aux anomalies anatomiques qui résultent de ce vieillissement. Et ainsi, on peut définir un certain nombre de critères anatomiques qui vont être responsables d'expressions négatives. Par exemple, sur les lèvres, l'apparition des rides et la perte de l'architecture vont donner une impression de vieillissement. Au niveau du menton, l'apparition des sillons et des plis vont donner une impression de tristesse et de dédain. Le relâchement sur le bas du visage, notamment au niveau du pli d'amertume et de l'axe de la zone mandibulaire, ce relâchement et cette perte de volume vont entraîner une impression de fatigue, de tristesse, de sévérité. Et pour tous les plis péribuccaux, fatigue, tristesse, amertume. Donc l'idée, c'est d'identifier les expressions négatives, de les corriger grâce à la toxine botulique et aux acides hyaluroniques en utilisant des fillers qui ont des caractéristiques rhéologiques adaptées à la zone concernée. Alors la bouche, les lèvres en particulier, sont une région à haut risque, et ça nous a été très bien expliqué ce matin. C'est une zone anatomique très complexe avec des muscles qui vont tirer vers le haut et qui vont tirer vers le bas. Et les lèvres elles-mêmes ont une structure anatomique très complexe. Et l'idée, quand on veut réparer des lèvres, corriger le vieillissement labial, c'est de restructurer les lèvres en respectant les critères anatomiques normaux de la lèvre. Et si on fait ça, et si on utilise des produits avec une rhéologie adaptée, et si on reste prudent sur la quantité administrée, on arrive quand même à avoir des rajeunissements qui restent très, très naturels. Et un des éléments pour la réparation de ces lèvres, c'est de bien regarder
de profil, la projection labiale. Et il faut bien réfléchir à la projection labiale. Il faut en particulier éviter de faire une projection trop importante sur la lèvre supérieure pour ne pas avoir ces lèvres de Mérou si caractéristiques que craignent tant nos patients. Donc les clés de la réussite pour les lèvres, c'est connaître l'anatomie et le vieillissement labial, avoir une capacité d'analyse de chaque patient, choisir un acide hyaluronique avec rhéologie adaptée. La technique doit être peu traumatisante. Il faut respecter la morphologie labiale, privilégier l'harmonie plus que le volume, s'il reste quelques rides, bien tant pis, et s'inscrire dans la durée. Évidemment, les lèvres s'appuient sur une structure dure, si je puis dire, qui est le soutien ostéodentaire. Et il est très important de considérer ce soutien ostéodentaire dans la morphologie et le vieillissement labial. Vous avez ici quelques photos qui m'ont été prêtées par le chirurgien qui a réalisé sa communication dans cette session. Et vous voyez les excellents résultats, les résultats même spectaculaires obtenus grâce au traitement orthognathique ou orthodontique concernant l'appui dentaire pour toutes ces lèvres. Et vous voyez les améliorations extrêmement nettes qu'on obtient, ce qui fait que nous, dermatologues, on doit être capable d'analyser ce soutien et d'adresser, le cas échéant, le patient ou la patiente au chirurgien maxillofacial pour un geste correcteur. Évidemment, le recours au chirurgien peut s'avérer indispensable, notamment dans le cas de lèvres blanches trop longues avec le vieillissement. Et là, dans certains cas, le recours au lifting labial doit être tout à fait peut être systématique. Alors, le regard est une deuxième zone clé au niveau du visage, après la région péribuccale, et elle s'analyse comme la région péribuccale, c'est-à-dire qu'on peut associer aux modifications morphologiques liées au vieillissement des signes émotionnels négatifs, comme la perte de volume sur le front ou les tempes ou la région orbitaire inférieure donne une expression de fatigue, l'apparition des rides d'expression marquées sur le haut du visage, notamment au niveau de la glabelle, du front et des pas de doigts, donne une impression de fatigue et sévérité, et la ptose sourcilière ainsi que le blépharochalasis qui peuvent apparaître avec le vieillissement contribuent à l'impression de fatigue et de tristesse. Donc il faut combiner les techniques, les différentes techniques, toxine botulique, technique de comblement, laser, peeling, pour corriger ces anomalies morphologiques liées au vieillissement et ainsi gommer les expressions négatives. Un des éléments que je retiens aussi de cette session, c'est peut-être l'effet cutané de la toxine botulique. Je mets ça au conditionnel. Il y a des études qui commencent à apparaître, et en particulier l'une de ces études qui concerne la diminution de la production de métalloprotéase chez les patients traités par la toxine botulique. Et cet effet serait induit par la toxine botulique elle-même et pourrait ainsi contribuer à prévenir la dégradation collagénique et ainsi contribuer à l'effet bonne mine qu'on observe souvent au niveau de la toxine botulique et à la prévention du vieillissement. Alors, on a eu aussi une communication extrêmement intéressante que moi j'ai trouvé passionnante du docteur Bouana sur l'apport de la greffe au niveau du sourcil et son impact sur le regard. Alors, il a bien expliqué le sourcil en tant qu'unité esthétique. Donc, je ne vais pas revenir sur les caractéristiques des sourcils, vous avez tout ça ici. Il faut savoir simplement qu'il faut 300 à 600 poils en moyenne pour refaire un sourcil. Et il faut bien sûr savoir l'implanter correctement pour que le résultat soit naturel. Alors, les follicules sont prélevés au niveau du cuir chevelu, au niveau du corps, et ils sont transférés dans la région des sourcils, donc un par un. À partir d'une instrumentation de microchirurgie, on va implanter ces follicules en respectant le sens des poils du sourcil afin d'obtenir un résultat naturel. Et les indications, ce sont les alopécies des sourcils liées au vieillissement, les épilations abusives du sourcil, les malformations, les cicatrices post-traumatiques ou chirurgicales ou encore la pelade. Alors, un des points aussi qui doit être souligné au cours de ce congrès, c'est peut-être les indications gynécologiques de l'acide hyaluronique. Donc, il y a beaucoup d'indications qui ont été décrites, en particulier au niveau de la femme ménopausée, de l'hypotrophie ou l'atrophie des grandes lèvres, au niveau vulvaire, au niveau vaginal aussi, après épisiotomie, dans les cas dyspareunies et les irritations vulvaires récidivantes. Donc, ces injections d'acide hyaluronique dans la région vulvaire requièrent des protocoles précis et on va voir d'ailleurs la naissance d'un diplôme de médecine esthétique gynécologique qui va démarrer à Mont-d'Or dès cet automne.
Un nouveau produit d'induction tissulaire, polycoprolactone, qui est composé à 70% de carboxyméthylcellulose, qui est le gel vecteur, et de 30% de microsphère sphérique lisse de ce produit. On observe une biorésorption complète avec une durée qui est modulable, qui peut aller, selon le type de produit, qui peut aller à 1 an, 2 ans, voire 3-4 ans. Les indications sont les mêmes que l'hydroxyapatite de calcium, mais l'injection se fait de manière plus profonde. On a évidemment une correction immédiate qui est liée au gel, puis une phase de néocollagénèse qui donne le résultat définitif. Il ne faut pas l'injecter dans l'année qui suit une injection d'hydroxyapatite de calcium, et la tolérance serait bonne, d'après une étude qui porte cependant seulement sur 2 ans de recul. Les fils résorbables sont décrits de façon extrêmement fréquente aujourd'hui. Donc malgré leur nom de lift, ça ne remplace pas le lifting chirurgical et ça s'adresse le plus souvent à des petites doses, souvent en complément des fillers. Il y a 2 types de fils, polydioxanone et acide polylactique. La question qui se pose est celle de leur durabilité dans le temps, qui, à mon avis, est de l'ordre de 4 à 6 mois. Et on peut aussi s'interroger sur l'effet de ces fils sur la dynamique faciale. On a beaucoup parlé de dynamique faciale, donc le fait de tendre comme ça des fils à travers le visage, je ne sais pas si on respecte bien les critères de naturel concernant la dynamique. Alors on a eu également un topo sur les spécificités du rajeunissement chez l'homme. Donc les visages masculins ont des sourcils plus proéminents, des bords orbitaires de formes différentes, des maxillaires plus larges, une arcade zygomatique plus prononcée. Et ces différences anatomiques avec la femme doivent être bien prises en compte et bien respectées dans les techniques de rajeunissement facial. On voit que dans un grand nombre de cas de vieillissement masculin, on a une perte des volumes médio-faciaux et vallée des larmes. Et c'est cette impression de fatigue induite par ces pertes de volume que les hommes demandent le plus souvent à corriger. Les hommes demandent un traitement efficace dont les effets se voient rapidement. Ils veulent avoir de bonnes informations concernant les produits utilisés et les effets attendus. Ils veulent un traitement sans inconfort, d'utilisation facile, qui ne perturbe pas leur activité socio-professionnelle et surtout des résultats très naturels. Et les motifs de consultation les plus fréquents sur l'homme sont effectivement l'air fatigué, donc l'expression négative liée au vieillissement, et la perte de cheveux ainsi que la pilosité excessive, notamment du dos. Ici, vous avez un cas de correction volumétrique chez un homme. Donc, il faut compenser les pertes de volume, il faut adoucir les traits, il faut être beaucoup plus subtil que chez la femme. En effet, il ne faut pas féminiser le visage, et ça, c'est tout à fait essentiel. Et bien sûr, éviter les excès, comme on peut le voir chez certains people. Donc les injectables également sont très largement utilisés dans le rajeunissement facial et comme tout traitement, ils peuvent comporter des effets secondaires ou des risques thérapeutiques. Alors on peut faire une complication pour différentes raisons. Ça peut être la procédure qui est mal codifiée, ça peut être l'indication qui est mal posée, ça peut être une complication liée au produit ou ça peut être tout simplement un défaut de formation du médecin. Donc ces complications peuvent être relatives au médecin, au patient, au produit ou à la procédure. Bien souvent, on a en fait une association de responsabilité. Ici, vous avez une image d'embole et de nécrose qui fait suite à une injection profonde d'acide hyaluronique dans les zones de la glabelle. La deuxième zone anatomique à risque pour ces injections très fréquentes étant représentée par l'artère faciale au niveau de la partie haute du sillon nasogénien. Alors ici, vous avez l'ensemble des complications. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que ça, c'est des choses qui sont assez largement diffusées dans la littérature. Ce qui est très important, à notre sens, et on se bat au GEDEC depuis longtemps pour ça, c'est la déclaration. Donc il existe différents sites pour déclarer les effets secondaires et je pense qu'en esthétique, il faut absolument déclarer parce que ça permet de comprendre les mécanismes des effets secondaires, ça permet d'aider à leur prise en charge, car si certains sont connus, dans certains cas, ça reste encore un peu mystérieux. Donc le GEDEC a créé un site qui va s'appeler Vigilance esthétique. Ce site va démarrer à l'automne. Il résulte de la fusion de Vigidec, qui était le site officiel du groupe, et de Vigipil. Il est sous la responsabilité du docteur Isabelle Rousseau, avec pour la partie informatique Catherine Rimbaud. Et la particularité de ce site, c'est qu'il va fonctionner grâce à des capitaux qui proviennent à la fois du GEDEC, mais aussi des associations de dermatologie à thématique esthétique, comme ADES, comme toutes les associations ont accepté de participer. Je pense que c'est une idée de Catherine Rimbaud, c'est une excellente idée parce que ça va mobiliser l'ensemble des acteurs de l'esthétique. Et je pense que le fait de déclarer et d'être vigilant par rapport à tout ça va être extrêmement positif pour la dermatologie en général et je me réjouis vraiment beaucoup de cette association de compétences. Alors, dernière chose, l'aptose du visage. C'est un sujet qui est intéressant. On parle beaucoup de différentes techniques pour lutter contre l'aptose et éviter la chirurgie ou tout au moins la retarder.
Et ce qui était intéressant, c'est de faire une analyse critique des solutions thérapeutiques proposées. Alors, cette ptose, elle va résulter bien entendu du vieillissement de l'ensemble des tissus. Ce vieillissement, il est horizontal, si on peut dire, avec la régression osseuse, la fonte des tissus graisseux profonds et superficiels, la fonte musculaire, la diminution et l'épaisseur de l'élasticité cutanée. Il est aussi vertical, avec un basculement des compartiments graisseux superficiels du haut en bas et d'arrière en avant. Donc, pour lutter contre ce vieillissement, on a différents outils ou différentes axes de réflexion. Le premier, c'est de remplir. Pour les 2 tiers inférieurs du visage, quel que soit le produit utilisé, le résultat va dépendre de l'intensité de la ptose et de la quantité utilisée. On peut ainsi corriger la vallée des larmes, le pli d'amertume, l'ovale. Toutes les théories visant à remplir le tiers moyen pour lifter les tissus ou reconstituer la ligne mandibulaire. Et on peut aussi avancer le menton. Donc toutes ces techniques de remplissage et de comblement vont contribuer à effacer autant que possible cette ptose. Alors, plusieurs techniques peuvent être utilisées dans chaque zone. On peut injecter à l'aiguille, au bolus, à la canule. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Alors, le problème de ce remplissage, si je puis dire, c'est qu'il faut refaire les traitements relativement fréquemment, au moins 1 fois par an, sauf le cas particulier du lipofilling. Le deuxième problème qui se pose, c'est celui de la quantité nécessaire pour obtenir une amélioration appréciable selon les échelles de vieillissement et de la nécessité tout de même de garder un résultat naturel, notamment pour le bas du visage et la région à la périphérie du menton. On peut noter une certaine efficacité pour les ptoses modérées. Elle est moins évidente pour les ptoses moyennes et elle est nettement insuffisante pour les ptoses sévères. Donc ce risque d'élargissement du visage qui est lié à l'injection en quantité trop importante de produits de comblement est un phénomène qu'il faut évidemment prendre en compte. L'intérêt, c'est qu'il n'y a pas d'immobilisation sociale, l'amélioration est progressive et on a un résultat bonne mine assez souvent, même si le résultat sur la ptose n'est pas parfait. Deuxième outil pour lutter contre cette ptose, c'est de relâcher. On peut utiliser la toxine botulinique sur le haut du visage. En jouant sur les balances musculaires, on peut remonter le sourcil de quelques millimètres. Et on peut, dans certains cas, associer la toxine botulinique aux techniques de comblement par l'acide hyaluronique pour reconstituer les volumes et ainsi donner une impression de relâchement moins marquée. Sur le bas du visage, la toxine botulinique a été également proposée, mais ça reste quand même un petit moyen, surtout préventif, qui évite l'aggravation liée aux muscles qui tirent vers le bas, notamment le platysma et le dépresseur anglioris. Mais l'effet est quand même relativement discret, notamment sur les cordes platysmales. Alors il reste ensuite le troisième axe qui est de tirer. Ça peut se faire grâce aux nouveaux fils tenseurs résorbables. Bon, s'ils sont efficaces sur des ptoses relativement modérées, ils peuvent être utiles sur des ptoses moyennes à sévères. Le gros problème, c'est quand même, premièrement, la courbe d'apprentissage. Bon, ce n'est pas un geste qui est très, très compliqué, mais quand même, il nécessite un apprentissage. Il faut de grandes précautions d'asepsie pour éviter tout risque infectieux. Et surtout, la durée de la correction va dépendre du nombre de fils, ce qui rend la technique onéreuse. Et il faut savoir aussi que c'est une technique qui n'est pas très durable dans le temps. Donc la technique chirurgicale reste quand même le gold standard pour les relâchements, pour les ptoses importants. C'est la seule technique capable de traiter la ptose moyenne à sévère avec efficacité naturelle pour plusieurs années. Et on peut d'ailleurs l'associer à du lipofilling ou à un comblement ou à des techniques de comblement par l'acide hyaluronique pour restaurer les pertes de volume liées à la fonte des tissus graisseux profonds. Et ça donne quand même d'excellents résultats au long cours. C'est quand même, pour moi, la technique qui reste la technique de référence. Je remercie tous les orateurs qui ont contribué à m'aider à réaliser cette communication sur les points forts des JDIP 2015. Merci beaucoup.